Ok, bonjour à tous. Donc, un grand merci aux organisateurs de m'avoir invité. Donc, effectivement, moi, je suis Bouchra Lamia. Donc, pour répondre à quelques commandes. Donc, Bouchra, c'est mon prénom. Et Lamia, c'est mon nom. En fait, en arabe, on dit Lamia. Voilà, donc moi je suis pneumologue, médecin réanimateur et aussi je suis référent au centre de compétences hypertension pulmonaire en Normandie. Et donc dans mon cursus de réanimateur, j'ai fait un DIU d'échocardiographie. Et donc en France, au sein de la Société de pneumologie de langue française, donc j'ai mis en place le groupe Interaction Cœur-Poumon pour notamment développer les ultrasons cardio pour le pneumologue. Donc encore une fois, merci de m'avoir invité. Je suis ravie de revenir en Tunisie. Donc moi je vais parler donc de la dysfonction cardiaque droite en essayant de respecter le temps, donc en 20 minutes, et puis on va essayer d'aborder le problème de aigu versus chronique, et en même temps ça nous permettra de faire le lien avec les questions qui ont été posées à la fin du topo précédent. Donc si on revient à des définitions un peu basiques de la dysfonction cardiaque droite, donc entre aigu et chronique, dans les deux situations, il y a une élévation donc de la post-charge du ventricule droit. D'accord, la post-charge en pratique, ce sera les pressions pulmonaires. Dans le caractère aigu, on verra qu'il y aura surtout une surcharge des cavités droites et que la grosse différence avec la chronicité, c'est qu'il y a eu le temps d'un mécanisme adaptatif du cœur droit où on verra en imagerie une hypertrophie du ventricule droit. Si on revient à une anatomie de base, ici dans des conditions normales, vous voyez, vous avez un ventricule gauche, le ventricule droit. Et en fait, cette image, c'est exactement celle qu'on peut observer en échocardiographie quand on fait la coupe parasternale petit axe. D'accord? Donc je sais qu'il n'y a pas de cardiologue, mais dans la coupe, ça va, c'est pas trop fort? Donc dans la coupe parasternale petit axe, c'est celle où on va mettre la sonde d'échocardiographie tout près du sternum et on va avoir le petit axe du cœur où on voit ici le ventricule gauche qui est arrondi. Donc pour schématiser, on dit que ça a la forme d'un donut et le ventricule droit au-dessus qui a plutôt une forme de croissant. Et ce que vous pouvez observer immédiatement, c'est que dans des conditions normales, la paroi musculaire du ventricule gauche, vous voyez, elle est très confortable, bien visible, et donc on la voit aussi très bien en échocardiographie. Ici, vous voyez le muscle papillaire, c'est l'insertion de la valve mitrale, et vous voyez que le ventricule droit, il est tout petit. Vous voyez que son espace intracavitaire, il est petit et que en plus, ici, vous voyez, là, c'est la paroi libre du ventricule droit. Elle est très, très fine. Et donc ça, c'est du muscle cardiaque. Vous voyez que c'est très, très fin. Donc, dans des conditions normales en échocardiographie, on ne devrait pas très bien voir la paroi libre du ventricule droit. Dans des conditions de dysfonction cardiaque droite chronique, donc ça, c'est encore l'anatomie. Vous voyez que le ventricule gauche, il a une paroi qui est toujours aussi épaisse. L'espace intracavitaire, il est réduit. Et on a une paroi libre du ventricule droit qui est nettement plus visible parce qu'il y a eu un mécanisme adaptatif d'hypertrophie suite à l'augmentation de la post-charge. Et vous pouvez aussi observer ici que le VD intracavitaire, il est beaucoup plus important. Et donc, toutes ces informations, on va les utiliser pour faire la différence entre le cœur aigu droit et le cœur droit chronique dans différentes situations cliniques. Donc si on reprend le cœur pulmonaire aigu, d'un point de vue, donc là c'est les points que je vais vous aborder, un peu de physiopathologie de la démarche diagnostique, les étiologies. Donc le cœur pulmonaire aigu, il fait suite à une élévation brutale de la post-charge du ventricule droit. Et donc, dans les étiologies brutales en pneumologie, donc on pense tout de suite à l'embolie pulmonaire massive. Si vous faites aussi des soins intensifs, c'est une situation qu'on observe aussi dans le SDRA ou encore dans l'asthme aigu grave. Normalement, on voit moins maintenant avec les traitements de fond de patients hospitalisés pour un asthme aigu grave. Cette augmentation brutale de la post-charge du VD, elle fait suite à un obstacle dans la circulation pulmonaire, entre l'origine de l'artère pulmonaire et le capillaire pulmonaire. Et si on reprend
les schémas, donc comme je vous ai montré précédemment, donc je pense que là vous arrivez à reconnaître. Donc là, ça c'est ce qu'on va appeler la coupe parasternale. Donc vous voyez ici, vous avez le ventricule gauche, le ventricule droit. Donc là, c'est une condition normale où le ventricule gauche il est bien circulaire, le ventricule droit c'est un croissant. Les deux ventricules sont dans l'espace inextensible qui est le péricarde, ce qui fait que si le ventricule droit il devient plus important en volume, eh bien il va comprimer le ventricule gauche. Et vous voyez, c'est ce qu'on observe ici. On dit qu'il y a une augmentation brutale de la post-charge du ventricule droit, c'est-à-dire une élévation brutale de la pression pulmonaire. Comme il y a une élévation brutale de la pression pulmonaire, le ventricule droit il se dilate. Comme les deux cavités sont dans le péricarde, ils ne peuvent pas pousser le péricarde, donc le ventricule droit, qu'est-ce qu'il fait? Il va comprimer le ventricule gauche. Et il y a ici une structure commune qui est le septum. Et donc le septum, il va anormalement bomber dans le ventricule gauche. Et c'est ça qu'on appelle la dyskinésie septale ou encore le septum paradoxal. Et donc c'est ça qui va nous faire dire par exemple qu'il y a un cœur pulmonaire. Donc là, quand on est au stade où on voit un ventricule droit dilaté et un septum paradoxal, vous pouvez dire que c'est un cœur pulmonaire. Si vous arrivez à identifier une hypertrophie du ventricule droit, vous allez dire que c'est un cœur pulmonaire chronique parce que l'hypertrophie est un mécanisme adaptatif. Donc si dans le cœur pulmonaire aigu, on a la dilatation du ventricule droit en échocardiographie, donc ça c'est ce qu'on va appeler ce qu'on appelle une surcharge diastolique. Et en reprenant dans l'ordre, il y a d'abord la dilatation du VD qui va entraîner un aplatissement, déplacement ici du septum, donc on appelle ça le septum paradoxal. Cet aplatissement du septum va diminuer la taille du ventricule gauche. Comme le ventricule gauche a une taille réduite, il y aura moins de remplissage qui va se faire, d'accord, moins de flux entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche, donc ça fait moins de volume disponible pour l'éjection suivante qui va donc entraîner une diminution du débit cardiaque. Et c'est par ce biais qu'on a par exemple dans l'embolie pulmonaire aiguë une dysfonction VD aiguë qui va nous provoquer l'état de choc. D'accord ? Donc ça c'est dans le cœur pulmonaire aigu. Cette même dysfonction, donc on a vu que la diminution du débit cardiaque et c'était finalement uniquement un phénomène mécanique, d'accord, puisque le ventricule gauche ne peut plus se remplir, il ne peut plus éjecter, mais aussi le ventricule droit qui est gêné pour éjecter, donc avec une augmentation de sa post-charge, il va être ischémié et lui aussi en fait, il va contribuer à la dysfonction systolique du ventricule droit. Donc le cœur pulmonaire aigu, on peut dire que le diagnostic il va être essentiellement échocardiographique, parce que c'est l'exemple, comme donc de plus en plus nous tous on voit des patients qui ont des comorbidités avec qui sont polypathologiques chroniques, et c'est l'exemple si par exemple vous avez un patient qui a une BPCO et qui fait une embolie pulmonaire aiguë, puisque souvent l'embolie c'est un mécanisme fréquent de décompensation dans cette typologie de patient, et bien vous pour faire la différence, votre examen complémentaire phare, ce sera l'échographie cardiaque. En échocardiographie, vous allez voir la dilatation du VD, c'est ça qu'on appelle la surcharge diastolique. Et vous allez voir aussi, je reviens à la diapo précédente, et vous allez voir aussi donc le mouvement paradoxal du septum interventriculaire, et c'est ça qu'on appelle la surcharge systolique. Sur cette diapositive, je vous ai mis une coupe apicale 4 cavités qui est normale. Donc nous, notamment à la SPLF, donc on défend de plus en plus les ultrasons en pneumologie, parce que normalement nous tous on a de plus en plus un appareil d'échocardiographie pour faire l'écho thoracique. Donc si vous arrivez à vous procurer la sonde cardiologique, vous pouvez avoir, je ne vais pas dire facilement, mais on peut avoir la coupe 4 cavités. Et donc sur cette diapositive, je vous ai remis une coupe 4 cavités normale du cœur. Tout à l'heure c'était une parasternale. Dans la 4 cavités, on met la sonde juste sous le mamelon, ici à hauteur de l'apex du cœur. Et ici vous pouvez voir donc là ça fonctionne. Voilà, ici vous pouvez voir le ventricule gauche, le ventricule droit, l'oreillette droite, l'oreillette gauche, la valve mitrale et là la valve tricuspide. Ici c'est un cœur normal, vous pouvez voir visuellement que la répartition VDVG elle est 2 tiers, 1 tiers. Je ne sais pas si vous arrivez tous, je sais qu'il n'y a pas de cardiologue dans la salle.
Ah si, il y a une cardiologue notatrice, mais dans les... Donc ici, vous voyez, vous avez un ventricule gauche qui prend normalement, quand on regarde la différence VD-VG, la répartition, elle est à peu près de 2 tiers, 1 tiers. Et donc déjà, des visus, on peut dire si oui ou non, il y a un ventricule droit qui est dilaté. Ensuite, les sociétés savantes, elles ont donné des recommandations pour faire des mesures précises. Et ici, je vous ai remis les références du dernier consensus là, de la Société américaine d'échocardiographie, elle date de 2015. Donc là, c'est le rapport pour la quantification de la fonction cardiaque droite et gauche. Et pour mesurer dans des conditions normales un ventricule droit, vous voyez, il y a un diabète basal, un diabète médian et une distance longitudinale. Pour le confirmer, on n'est pas obligé de faire toutes les mesures, mais déjà on fait la surface VD-VG qui dans des conditions en télédiastole, qui dans des conditions normales est inférieure à 0,6. Et pour l'oreillette droite, on la mesure en télésystole, puisque c'est le maximum de sa dimension, d'accord? Pour les oreillettes, c'est la systole, pour les ventricules, c'est la diastole. Et donc, en mesurant bien, en faisant bien le contour, on peut dire si oui ou non il y a une oreillette droite dilatée. Donc ça, c'est pour la taille des cavités. Maintenant, si on regarde en coupe parasternale, donc cette fois-ci la sonde, je l'ai mise le long du sternum. Ici, vous pouvez observer, j'espère que vous arrivez à voir, vous voyez ici, vous arrivez à voir que le ventricule gauche, là, il n'est plus circulaire. Vous voyez tous que c'est plus vraiment un rond. Et là, ici, vous voyez, vous avez le septum. Et le septum, plutôt que d'être rond ici, comme ici, la paroi inférieure, il est aplati. Et là, le ventricule droit, qui a toute cette taille, il est quasiment aussi gros que le ventricule gauche. Donc ça, c'est une situation pathologique où on voit et un ventricule droit dilaté et un septum paradoxal. Donc quand vous avez cette première identification en écho, vous pouvez déjà dire qu'il y a un cœur pulmonaire probablement aigu. Mais c'est vrai que si vous avez un patient, parce que nous on les voit le plus souvent, je pense que les cardiologues c'est moins leur recrutement, vous ne pouvez pas dire à ce stade si c'est que de l'aigu pur ou si c'est que du chronique. D'accord? Après, si jamais ce patient avait déjà une échocardiographie dans son dossier, vous allez savoir si oui ou non il y avait déjà des cavités droites dilatées de base. S'il a une hypertrophie, ça veut dire que c'est chronique. Et ensuite, sur la taille du ventricule droit, vous allez pouvoir dire si c'est plus large ou pas que la fois précédente. Surtout, un élément important, ce sera l'estimation échocardiographique de la PAP. Parce que, normalement, dans des conditions normales, un ventricule droit ne pourrait pas supporter une élévation. Enfin, le ventricule droit, il va réussir à gérer une élévation aiguë de sa post-charge, c'est-à-dire une élévation de la PAP, mais normalement, en aigu pur, ça ne devrait pas excéder 60 mm de mercure. C'est-à-dire que si le patient il avait plus de 60 mm de mercure de pression dans l'artère pulmonaire, il serait déjà en état de choc. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont déjà vu des patients chroniques qui avaient par exemple 65 de PAP systolique. Donc s'il a 65 et qu'il le tolère bien, ça veut dire que forcément il a déjà fabriqué un mécanisme adaptatif et que ce patient, il va avoir un VD hypertrophique. D'accord? Ça n'exclut pas que vous puissiez avoir un CPA sur un CPC, mais une PAP systolique augmentée ne peut pas être très augmentée, ça peut pas être que de l'aigu pur. Donc pour vous rappeler aussi comment on mesure la PAP en échocardiographie, donc c'est assez, donc nous c'est ce on le fait très souvent. Donc ça c'est un examen que vous allez demander. Il me reste combien de temps? Assez de temps. Donc ça, c'est un examen qu'on va demander assez souvent. Donc par exemple, là, on est en train de traiter CPA sur CPC, mais c'est très souvent bilan d'une dyspnée inexpliquée. Donc sur cette coupe apicale 4 cavités, donc je vous rappelle ici, c'est ventricule droit, ventricule gauche, oreillette droite, la valve tricuspide et ici la valve mitrale. Donc en échocardiographie, on peut avoir une estimation, d'accord? C'est pas une mesure, c'est pas un calcul, c'est une estimation de la pression artérielle pulmonaire systolique. Ici, vous avez en Doppler continu, en première intention, d'abord vous essayez de rechercher ce qu'on appelle une régurgitation tricuspide, c'est la même chose que insuffisance tricuspide, et ici on la voit. Donc c'est en Doppler couleur. Ici, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a un reflux pathologique du ventricule droit vers
l'oreillette droite. Vous savez que dans des conditions normales, le sang il devrait circuler de l'oreillette droite vers le ventricule droit. En mode Doppler couleur, on va déjà regarder si oui ou non il y a une régurgitation tricuspide. Donc, vous voyez ici, là, c'est la fenêtre d'échantillonnage placée juste sur la valve tricuspide. Ici, j'ai un code couleur. Ce code couleur, il veut dire que le flux qui se déplace vers la sonde, ma sonde cardiaque, elle est là, il est rouge et celui qui s'en éloigne, il est bleu. Donc si je vois du bleu dans l'oreillette, ça veut dire que c'est pathologique, d'accord ? Ça veut dire qu'il y a une insuffisance tricuspide. Physiologiquement, on a tous une petite insuffisance tricuspide, mais elle est minime. Quand on la voit bien comme ça en échocardiographie, on va essayer de la quantifier. Pour la quantifier, je vais activer un autre mode qui s'appelle le mode Doppler continu. Donc là, ça c'est un autre exemple où vraiment il y a une IT importante. Et en mode Doppler continu, je demande à l'appareil d'écho de me calculer le gradient de pression entre l'oreillette droite et le ventricule droit. D'accord ? Quand j'active ça, l'appareil me donne automatiquement ce signal. Et ici, par exemple, chaque signal représente un cycle cardiaque. Et vous voyez, là, j'ai tracé le signal numéro 1, le signal numéro 2. Par exemple, si je regarde le signal numéro 2, le résultat est là. Et donc ça veut dire que le gradient de pression entre l'OD et le VD égale 96,83 mm de mercure. Donc ça veut dire que POD moins PVD en systole égale 96,83. Comme en systole, la PVD égale la PAP. Donc ce résultat-là, il veut dire que la PAP systolique est égale à 96 plus 83 plus l'estimation de la POD. Et je vais vous montrer après comment on fait pour estimer la POD. Donc, exemple chez ce patient. Si ce patient, je le vois arriver, que je fais l'écho, là en fait, le VD il est dilaté. Vous voyez, il prend tout cet espace alors que le VG il est là comprimé. Donc là, on peut dire que les cavités droites sont dilatées. Il y a une PAP systolique qui est très importante. Si ce même patient, il est juste dyspnéique, pas en état de choc, ça veut forcément dire que c'est un cœur pulmonaire chronique. D'accord ? Parce que le niveau de PAP est beaucoup trop important. Les équations pour estimer la PAP systolique à partir de ce signal, ça s'appelle l'équation de Bernoulli, d'accord? Donc c'est 4 fois la vitesse maximale de l'insuffisance tricuspide plus la POD, et c'est la même formule que la formule au-dessus. Et on peut après calculer une PAP moyenne à partir de cette formule. Je ne vous la redis pas, je crois que vous allez la voir sur le site après. Pour l'estimation de la POD, il y a encore une fois des recommandations internationales pour estimer cette POD en fonction du diamètre de la veine cave inférieure. Le diamètre de la veine cave inférieure, pour l'avoir, on met la sonde juste sous le manubrium sternal et on arrive à obtenir cette image-là. Ici, vous avez l'oreillette droite, ici la veine cave inférieure, et on mesure le diamètre de la veine cave inférieure et sa variabilité ici respiratoire. C'est ça qu'on appelle le sniff test. Donc vous savez qu'il y a entre l'expiration et l'inspiration, donc à l'expiration, le retour veineux il est plus important et il est moins important à l'inspiration. Donc c'est ce qu'on repère en échocardiographie pour savoir, et c'est ça qu'on appelle ou le sniff test, d'accord, donc entre l'inspi et l'expi, ou on l'appelle aussi l'index de collapsibilité. Donc les recommandations, elles nous disent que si le diamètre max est inférieur à 21 mm avec une collapsibilité supérieure à 50%, vous pouvez dire que la POD, elle est normale. Si vous avez tout l'inverse, elle est aux alentours de 15. Et dans des situations intermédiaires, on peut la mettre à 8 mm de mercure. Donc c'est ce résultat qu'on va ajouter à l'estimation de la vitesse maximale de la régurgitation tricuspide pour avoir la PAP systolique. Dans les études, ici, je vous ai sélectionné, donc là c'est un travail fait en réanimation par Antoine Villard-Baron. Ici, c'est dans l'EP massive. Quel niveau de PAP systolique à attendre dans l'EP massive chez un patient qui n'a pas de comorbidité respiratoire, donc pas de cœur pulmonaire chronique. Vous voyez ici, la PAP systolique, elle était toujours entre 35 et 60. Donc là, c'est juste pour que vous reteniez que dans des situations aiguës pures, la PAP que vous devez trouver, enfin que vous devez avoir en écho estimé, elle ne devrait pas excéder 60 mm de mercure. Dans un autre scénario clinique là, qui est le SDRA, pareil. Dans le SDRA, on peut avoir une élévation aiguë de la post-charge du ventricule droit. Encore une fois, la PAP systolique, elle reste inférieure à 60. Et dans ce travail, c'est 54 mm de mercure. Donc pour résumer sur le cœur pulmonaire aigu,
donc différentes. On a dit qu'il y avait une surcharge diastolique du VD, une surcharge systolique du ventricule droit et un niveau de PAP augmenté mais qui n'excédait pas 60 mm de mercure. Et les trois présentations cliniques importantes pour nous, c'est l'embolie pulmonaire, le SDRA et l'asthme aigu grave. Après, il y a des situations plus complexes où on a un cœur pulmonaire aigu, comme je vous le disais, sur un cœur pulmonaire chronique. Et dans ces cas-là, ce qui va nous aider, ce sera surtout la paroi du ventricule droit. Donc la paroi du ventricule droit, ça c'est aussi rapporté dans les recommandations. C'est moins décrit dans les comptes rendus habituels des cardiologues, mais vous pouvez quand même le demander. Si on se place en sous-costale, on peut avoir ici cette coupe un peu transverse des cavités cardiaques. Vous avez ici le ventricule gauche, le ventricule droit. Ici, vous avez le foie. Et vous voyez ici, ça c'est la paroi du ventricule droit. Et vous vous rappelez sur les premières diapositives, normalement la paroi libre du VD elle est très très fine. Et normalement, elle ne devrait même pas être visible en échographie cardiaque. Et là, on la voit trop bien. Et en fait, quand on la mesure et qu'elle est supérieure à 5 mm, ça veut dire qu'il y a une hypertrophie du ventricule droit. Et donc ça va être un argument fort. D'ailleurs, c'est un argument quasiment vraiment très très sensible pour dire, spécifique aussi pour dire que vous avez un cœur pulmonaire chronique. Ça, plus la valeur de la PAP systolique qui souvent va être supérieur à 60 mm de mercure. Et donc, dans cet exemple, je vous ai retrouvé l'exemple d'un cœur pulmonaire chronique chez un patient qui avait été ventilé pour exacerbation. Du coup, il a fait un CPA sur un CPC. Et les arguments pour le CPA, vous voyez ici, vous avez le VD, le VG. Vous avez un ventricule droit dilaté. Donc là, vous ne pouvez pas encore dire, là, vous pouvez dire que c'est forcément un CPA. Vous allez chercher la paroi du ventricule droit. Vous voyez qu'elle est hypertrophique. Donc, vous allez dire que c'est un cœur pulmonaire chronique. Et en plus, vous avez une PAP systolique très augmentée. Donc, c'est un deuxième argument pour le CPC sur le CPA. La physiopathologie du CPC, elle a été assez étudiée et rapportée dans la synthèse des recommandations du Congrès mondial de l'hypertension pulmonaire, mais pas 2018-2012. Et donc ça, c'était la synthèse des textes publiés dans le JACC par une équipe ici néerlandaise pour rappeler que dans l'hypertension pulmonaire chronique, donc ça c'est le diagramme du ventricule gauche, du ventricule droit, le premier mécanisme de compensation, c'est l'hypertrophie. D'accord ? Il y a d'abord l'hypertrophie du VD et on dit que c'est la dysfonction VD compensée. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent nos patients, ils ont déjà l'HTP, mais nous, on ne les voit pas assez tôt pour les screener assez tôt dans l'hypertension pulmonaire, parce qu'en fait, ils ont le mécanisme adaptatif qui fait qu'ils ne vont pas encore être trop symptomatiques. Et dans une phase de dysfonction décompensée, vous voyez, il y a le ventricule droit qui vraiment, cette fois-ci, se dilate de plus en plus et il va entraîner une dysfonction VD. Et à ce stade-là, on a aussi une dysfonction VD qui va être systolique. Et donc, la première étape, on l'appelle la phase de remodelage. Donc, je vous ai déjà montré, hein, c'est des cavités droites dilatées de l'hypertrophie. Et au stade avancé, où le patient est très symptomatique, on a aussi une dysfonction systolique qu'on n'a pas forcément dans le cœur pulmonaire aigu. Donc l'estimation de la PAP systolique, ça je vous l'ai déjà montré. Aussi pour vous montrer qu'en échocardiographie, c'est un peu plus complexe, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, on peut aussi avoir la mesure de la PAP diastolique et de la PAP moyenne à partir ici du signal de la valve pulmonaire. Il est moins couramment décrit dans les comptes rendus d'écho, parce que c'est vrai que la valve pulmonaire, on l'a moins facilement que la valve tricuspide. Ce qui est important quand on arrive à capter cette valve pulmonaire, donc ici c'est les signaux du Doppler continu, mais surtout en Doppler pulsé. En Doppler pulsé, on peut avoir ce signal-là. Sur ce diagramme, donc ici c'est la coupe parasternale petit axe, où on a la valve tricuspide, la valve aortique et ici la valve pulmonaire. Si on active le mode Doppler pulsé où je demande à l'appareil de me mesurer la vitesse juste à hauteur de la valve pulmonaire, d'accord, la vitesse du flux sanguin, dans des conditions normales, j'obtiens ce signal. Et l'air sous la courbe représente le volume sanguin éjecté entre le ventricule droit ici et l'artère pulmonaire. Donc ça, c'est un signal normal.
Quand on a une augmentation des résistances dans l'artère pulmonaire, dans un mécanisme chronique, eh bien, la phase initiale ici d'éjection, elle est très rapide. Parce que comme il y a un obstacle à l'éjection et une augmentation des résistances, il faut imaginer en fait qu'il va y avoir un vilain reflux sanguin rétrograde qui va entraîner, qui va faire que le temps d'accélération ici va être réduit. Et quand on a ça en échographie, je sais que c'est un peu complexe, mais je vous le dis pour que vous sachiez que ça existe, que quand on a ça en échographie, ça oriente beaucoup vers une augmentation des résistances vasculaires pulmonaires et donc une HTP chronique. Et quand après on a un aspect, quand les cardiologues ils le trouvent, ils le mettent dans leur compte rendu, ça c'est ce qu'on appelle un aspect bifide. Vous voyez, c'est la forme plus péjorative de ce signal-là, à un stade extrême. On a ce qu'on appelle cet aspect bifide, ou en anglais on dit l'aspect de notch pulmonaire. Donc ça c'est très évocateur de RVP augmenté. La fonction systolique, elle est aussi rapportée dans les dernières recommandations. Et donc, pour la fonction systolique, il y a un indice qui est célèbre qui s'appelle le TAPS. Le TAPS, c'est l'excursion systolique du plan de la note tricuspide ici, entre le ventricule droit et l'oreillette droite. Si je place ma ligne de tir juste à l'insertion de la valve tricuspide et que je me mets en un seul plan de coupe qu'on appelle le mode temps-mouvement, je peux avoir l'excursion de cette valve tricuspide. Et la raison pour laquelle il a été utilisé en écho 2D pour apprécier la fonction systolique, c'est que d'abord, comme le ventricule droit il est à la fois triangulaire et conique, on ne peut pas apprécier la fraction d'éjection ventriculaire droite en 2D. On peut le faire en 3D, mais pas en 2D. Et aussi et donc on a utilisé la valve tricuspide parce que physiologiquement, quand le ventricule droit éjecte, il éjecte surtout par la valve tricuspide qui fait un gros mouvement en avant pour éjecter le flux sanguin du VD vers l'AP, alors que pour le ventricule gauche, c'est surtout un mouvement de contractilité globale des parois du ventricule, alors que c'est pas du tout comme ça que ça se passe à droite. 2 minutes, ok. Alors, autre indice sophistiqué de fonction systolique, c'est ce qu'on appelle le strain. Donc dans le strain, juste pour vous dire, donc là ça passe plus, donc dans le strain c'est la contractilité segmentaire, donc ça c'est des indices plus sophistiqués, je vous les passe. Et autre indice aussi, quand on a des logiciels encore plus sophistiqués et qui sont en cours de développement actuellement, c'est l'écho 3D qui va nous permettre de mesurer la fraction d'éjection du ventricule droit, donc en 3D. Donc ça, c'est des appareils que nous, on utilise en recherche et que les fabricants essaient de développer. Donc ici, notamment, je vous mets Philips qui a mis en place un nouveau logiciel pour faire la fraction d'éjection du VG et du VD en 3D. Donc en conclusion, en échocardiographie, il y a plusieurs indices de fonction ventriculaire droite. Il y a des indices morphologiques. Dilatation du ventricule droit, c'est dans le cœur pulmonaire aigu, dans le cœur pulmonaire chronique. Vous retrouvez une hypertrophie du VD, forcément c'est un cœur pulmonaire chronique. Vous avez la PAP systolique. Plus elle est élevée, plus ça oriente vers un cœur pulmonaire chronique. Et entre les deux, vous avez aussi les indices de fonction systolique. Et normalement, la fonction systolique, elle est très affectée dans le cœur pulmonaire chronique. Je vous remercie.